Qui n'a jamais voulu perdre du poids ? Tu perds de la masse musculaire lors d'un régime et du gras, mais tu vas reprendre encore plus de gras après. Le problème, c'est que l'industrie l'a bien compris et qu'on ne sait plus qui écouter. Breakfast thing. That's just don't eat breakfast. I just have juice, like a green juice. Pour perdre du poids, donc ce qui brûle le plus de calories, c'est en 2030, 50% de la population sera atteinte d'obésité. Elles sont droguées, quoi. Emily Steinbach, docteure en biologie intégrative, nous révèle dans cet épisode la vérité sur la prise et la perte de poids et les solutions à mettre en place. Quelqu'un écoute ce podcast et doit perdre 5 kilos. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec docteur Emily Steinbach. Bonjour Emily. Salut Louise. Bienvenue sur InPower. C'est très drôle la façon dont on s'est rencontrés. Parce que, et cette phrase va vraiment... je sais pas comment dire, je vais me la raconter. On était à l'UNESCO, on était invité à l'UNESCO et t'es venu me voir et tu m'as présenté ce que tu faisais. Donc, si je dis pas de bêtises, docteur en nutrition. Je suis docteur en biologie intégrative et Alright. neuroscientifique. Et neuroscientifique, voilà. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, trop intéressant parce que je milite depuis longtemps sur mes réseaux sociaux pour déconstruire les idées reçues autour de l'alimentation et la pression que subissent en grande majorité les femmes dans notre société. Et je me suis dit, ça serait hyper intéressant de faire un épisode où on explique en fait vraiment les idées reçues, les mythes qui entourent la perte de poids, les régimes, ce qui peut faire finalement beaucoup plus de mal que de bien, avec une personne qui est clairement qualifiée pour nous le dire. Donc c'est un peu le programme d'aujourd'hui, mais avant de commencer, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc, je m'appelle Emily Steinbach, je suis docteur en biologie intégrative, neuroscientifique et spécialisée en neuronutrition. Donc, j'étudie vraiment l'impact de ce qu'on mange sur le cerveau. J'ai fait de la recherche sur le sommeil, l'obésité, les maladies métaboliques, les mitochondries, ça c'est un peu plus compliqué. Et en fait, je suis passionnée par l'impact de notre mode de vie sur le cerveau parce que quand j'étais très jeune, j'ai été diagnostiquée d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc TDAH. Un TDAH, exactement. J'ai été médiquée pendant plusieurs années avec la Ritaline. Mm-hmm. J'en ai beaucoup souffert de la stigmatisation du TDAH. Ah ouais. Et du médicament, et j'ai découvert de manière assez intuitive que l'alimentation et mon mode de vie avaient un impact sur la manière dont je me sens et mes symptômes. Donc j'ai décidé de consacrer ma carrière académique à ça, étudier comment notre mode de vie impacte notre cerveau. À côté de ça, j'ai une activité de vulgarisation scientifique. Je suis là aujourd'hui, je suis présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Brain Gut Scientist. J'ai écrit un livre, mon premier, trop chouette. Et puis je suis belge, j'ai 31 ans, et contrairement à mon diplôme universitaire, je suis quelqu'un qui fait la fête, mange parfois des frites. Waouh. Je suis belge. Non mais, je suis quelqu'un de normal. J'ai pas envie de rentrer dans cette espèce d'image de la scientifique en nutrition qui suit tout à la lettre, qui sait pas se détendre et qui promeut de l'orthorexie, tu vois. Voilà. Est-ce que toi-même, tu es déjà passé par une période de conflit avec la nourriture ? Je ne pense pas, et je pense que c'est entre autres grâce à l'éducation que m'a apporté mes parents. J'ai une famille, peut-être qu'on en parlera, mais non, j'ai jamais eu de relation conflictuelle avec la nourriture, et quand j'en ai parfois, que je remarque des comportements, très vite je retourne vers le droit chemin, mais mon poids a toujours été stable, j'ai jamais souffert de troubles du comportement alimentaire. Et parfois, je me dis que, par exemple, pour mon profil, je pourrais être plus mince encore. J'ai déjà eu des remarques un petit peu spéciales de personnes, puisque quand tu fais le métier que je fais, les gens s'imaginent que tu es quelqu'un d'irréprochable. Mais ça passe assez vite. Ok. C'est fou, je trouve, à quel point les troubles alimentaires sont communs, malheureusement, dans notre société. Et de voir que c'est le cas à travers les pays, à travers les âges, à travers les genres aussi, parce que les hommes en souffrent, même si à 90% ce sont des femmes qui sont touchées. Comment tu expliques que ce phénomène touche autant de femmes aujourd'hui dans le monde ? Est-ce que tu penses... Je pense que tout le monde peut identifier le facteur principal, à mon avis, tu le sais, c'est
l'environnement dans lequel on vit, l'image qu'on a des femmes, l'image qu'une femme doit représenter. Je ne sais pas si je m'exprime méga bien, mais aujourd'hui, partout, on voit des images de femmes qui sont extrêmement minces, on contrôle beaucoup notre image. Pour venir ici, je me suis maquillée parce que je me suis dit je serai exposée, il faut que je l'aie en bonne santé. On est tout le temps invité à ressembler à quelque chose. Et quand on sort de ce cadre, on est jugé, beaucoup plus qu'un homme. Donc je pense que les médias jouent beaucoup. L'image des femmes parfaites de notre société joue énormément. Moi, je passe souvent dans des scanners dans mon laboratoire pour voir ma santé, ma masse musculaire, quand j'essaie de me renforcer. Je suis dans la parfaite normale. Pourtant, j'ai déjà reçu des commentaires comme quoi, avec toutes mes connaissances, ce serait bien que je sois un peu plus mince ou, tu vois, un peu différente. Donc c'est principalement ce que la société nous renvoie et nous impose qui favorise ces troubles du comportement alimentaire. Et pendant mes études, je me souviens de quelque chose qui m'avait assez frappée. Avant, en Asie, il y avait très très peu de troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie. Et il y a eu un premier cas, je ne me souviens pas de l'étude en particulier, donc je suis peut-être un peu floue, mais un premier cas d'une jeune femme européenne ou américaine qui était décédée d'une crise cardiaque suite à une anorexie assez sévère, dans une rue très fréquentée au Japon ou en Chine, je ne me souviens pas. Et ils ont observé que, comme ça a été très médiatisé cet événement, ça a monté très fortement. Qu'est-ce qui a monté le taux d'anorexie et aussi avec l'augmentation du fait qu'on a les médias. Donc, là, en Asie, c'était un événement qui était assez marquant. Et dans mes cours d'anthropologie, le prof avait expliqué que quand on a un trouble de santé mentale, on peut l'exprimer de plein de manières. L'anorexie est un trouble de santé mentale et je trouve intéressant de voir ça parfois par ce biais-là. On sait qu'une femme, quand elle a des troubles du comportement alimentaire, c'est une manière d'exprimer une souffrance. Mais si ta souffrance n'est pas visible, tu vois, imagine, tu es dans un pays où personne souffre d'anorexie. Si demain tu souffres d'anorexie, ça va pas avoir le même effet. Donc attention, je veux pas dire que les femmes qui souffrent d'anorexie expriment toujours une souffrance par leur anorexie, mais il y a plusieurs choses comme ça. C'est juste pour expliquer qu'il y a plusieurs facteurs. Ouais. Et que je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est reconnu et qu'on peut avoir des épidémies comme ça de certains types de troubles de santé mentale qui arrivent. Et en fait, quand un trouble augmente fortement en prévalence, ça fait comme une boule de neige, quoi. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu exponentiel. Mais ça signifie que la société est responsable de certains de nos troubles de santé mentale. C'est-à-dire que la société peut générer des troubles de santé mentale. Ouais. C'est fou. La société, mais aussi l'environnement. Notre mode de vie, ce qu'on nous impose par le travail. Tu vois, la dépression, les taux de dépression, d'anxiété, d'obésité, tout ça, c'est des maladies qui augmentent très, 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 très fortement depuis certaines années. En 2030, 50% de la population sera atteinte d'obésité. C'est pas de ma faute, tu vois, si demain je développe une obésité. Pour moi, c'est de la faute de notre société, du système, de l'industrie agro. Enfin, c'est... Ouais, c'est une forme de manipulation. Mais alors, si, notamment pour les troubles alimentaires, c'est généré par ce qui nous est donné à voir et les idéaux qui sont représentés, peut-on vraiment en sortir ? Et peut-on vraiment en guérir ? Parce que finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, même si grâce aux réseaux sociaux, on observe une plus grande diversité de la représentation, les modèles qui restent érigés comme étant des idéaux restent des femmes blanches minces avec un certain type de morphologie. Donc en fait, je trouve ça, personnellement, j'en ai déjà parlé à des amis qui souhaitent perdre du poids, et en fait, elles me disaient... à juste titre, hein, non mais c'est facile à dire pour toi, mais tu comprends pas. Enfin, en fait, il y avait vraiment un mal-être du fait de ne pas ressembler aux standards de beauté. Et du coup, je me sens assez démunie face à ces commentaires, ces réflexions, parce qu'il est vrai que tant que ces représentations et ces standards ne changent pas, il est difficile de leur dire accepte-toi comme tu es, on s'en fiche que tu ne ressembles pas aux standards de beauté. Alors après, c'est problématique parce qu'il y a aussi une question de est-ce que la personne est en bonne santé, oui ou non. Donc si... en fait, je pense que tu as ouvert plein de portes, mais
Vraiment, une femme, la première chose que j'ai envie de te répondre, c'est qu'une femme est censée avoir un peu de masse grasse, dans une certaine mesure. Donc, une femme de notre âge est censée être à 20%, avoir 20 à 30% de sa composition corporelle de graisse. Et souvent, les femmes ont une masse grasse gynoïde. Donc là, tu vois, genre, j'ai pas trop de gras ici, mais si tu me vois en maillot, j'ai des belles hanches, j'ai des grosses fesses, tu vois, genre, j'ai du gras dans mes fesses, j'ai des cuisses. C'est du gras gynoïde, donc qui se situe entre ici, c'est un peu une forme de poire. Et ça, c'est une masse grasse qui est saine. C'est important pour une femme d'avoir de la masse grasse ici. Si une femme est beaucoup plus mince, mais en bonne santé, c'est pas grave. Un peu plus grosse et en bonne santé, c'est pas grave non plus. Mais je pense que la société, ces standards de beauté, nous donnent même l'impression que mon type de gras est too much, tu vois. Donc ça, c'est une chose à dire. Donc si ton ami, par exemple, dont tu parles, a de la masse grasse gynoïde, c'est plutôt un signe de bonne santé que de mauvaise santé. C'est plus quand tu as de la masse grasse, par exemple, autour des viscères, autour de l'abdomen. Et ça, tu vois souvent des hommes qui sont très très minces, avec un gros ventre, et ils te disent oui... C'est l'alcool généralement, non ? En fait, c'est du gras qui s'accumule. En néerlandais, on dit un bierbuik, un ventre à bière. C'est peut-être parce qu'il boit beaucoup d'alcool. A dad body. Mais tu vois, ce qui est fou dans le traitement aussi du genre, c'est qu'un homme qui a un peu de ventre, on va appeler ça a dad body, et ça a presque une connotation positive. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui me disent « Ah, moi, mon type de gars, c'est les dad body ». Aucun équivalent pour les femmes. Il n'y a pas de terme valorisant pour décrire « Oh, si, tu me diras, il y a peut-être les femmes pulpeuses ». Mais tu vois, tu connais pas ce terme dad body ? Oui, et je savais pas qu'on pouvait dire qu'on est attiré par un corps de dad body. Voilà. Ouais, il y a une différence. Et je pense que la mode avec ces femmes qui ont de plus en plus des corps qui ressemblent à ceux d'un jeune homme, en fait, ou d'une très jeune femme, sont pas sains. Ça engendre plein de problèmes, entre autres des problèmes de fertilité, mais d'humeur, d'énergie. Donc, voilà. Par contre, si quelqu'un souffre vraiment d'un surpoids qui met en danger sa santé, là, c'est vrai, il faut accepter son corps, mais il faut essayer aussi d'identifier quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de perdre du poids. Mais c'est un sujet extrêmement complexe et sensible. Donc, j'ai vraiment envie dans mes propos qu'on n'ait pas l'impression que je trouve que tout le monde doit perdre du poids, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en faisant ce petit disclaimer. On parlait de l'obésité et du fait que... C'est pas notre faute si on souffre d'obésité, c'est une maladie très 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 complexe et multifactorielle. Et c'est entre autres pour ça que j'ai voulu passer 4 ans de ma vie à étudier cette maladie, parce que c'est très difficile de perdre du poids. C'est pas un manque de contrôle de soi et c'est pas un problème de volonté, quoi. Comment on sait qu'on a dépassé la limite, on va dire, du bien-être par rapport à notre poids ? Parce qu'en effet, je suis la première à encourager chacun et chacune d'entre nous à sentir bien dans sa peau, quel que soit son corps. Mais comme tu l'as dit, l'important, c'est aussi que la santé soit préservée. Donc, comment... Et d'ailleurs, ça reviendra après lié à un autre sujet que je voulais aborder par rapport au régime. Mais je trouve que c'est difficile de savoir, aujourd'hui, quel est un peu notre poids idéal, ou en tout cas notre poids de forme, parce que les représentations sont très différentes, et parce que finalement, on peut potentiellement être en obésité et pas avoir de problème de santé. On peut être en sous-poids grave et ne pas forcément en avoir non plus. Donc, quels sont un peu les indicateurs qui nous permettent de savoir qu'on est dans le rouge par rapport à notre poids ? Ouais, ok. Donc, alors, tu as l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le plus utilisé. Ça peut être un peu utile, mais il y a des grosses limitations. Ouais. Donc, l'IMC, c'est prendre ton poids et ta taille, te classer, par exemple, entre 18,5 et 25, tu es quelqu'un avec un poids normal, donc en bonne santé. Sauf que moi, dans mes recherches, quand j'avais des patients qui venaient, parfois, j'avais des hommes extrêmement musclés, donc en surpoids, qui frôlaient l'obésité. Et en fait, c'était mec, que du muscle. Quand tu le fais passer au scanner, dans un DEXA, c'est quasi que du muscle. Et il m'a dit qu'il était athlète de haut niveau. Donc, tu vois, il y a des limitations. Tu peux avoir une fille qui est extrêmement mince, visuellement, et qui va avoir un IMC proche de 18, et en fait, elle a très peu de masse musculaire, et parfois, on utilise, pas si elle est extrêmement mince, mais le terme d'obèse caché, de personnes qui souffrent d'obésité cachée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un taux de masse, une masse grasse qui est trop élevée, une masse musculaire qui est trop basse. Le ratio est quand même important. Donc en fait, l'obésité, c'est non pas le poids qu'on pèse, mais c'est le ratio de masse graisseuse et de masse musculaire. L'obésité se définit comme une
accumulation de masse grasse excessive, je crois, qui nuit à la santé. Donc, tu peux regarder le pourcentage de masse grasse, ça, tu peux le faire avec des balances par impédance-métrie, tu vois, où tu prends des poignées et tout. Il y en a dans pas mal de centres, des salles de sport parfois. Et il faut regarder ta masse grasse et ta masse musculaire. La masse musculaire, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est vraiment important d'y travailler de manière très sérieuse, surtout après 30 ans comme nous. T'as plus de 30 ans, non ? J'ai 27. Ah, profite. Bientôt. À 30 ans, je t'enverrai un message pour te dire des et puis après, tu peux étudier plein d'autres choses, donc les comorbidités liées à l'obésité. Donc déjà, tu peux regarder dans un bilan sanguin si ton taux de un type de cholestérol est trop élevé, si tu as des paramètres liés au métabolisme du sucre qui sont perturbés, comme l'insuline, la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée. Et ça, en fait, il faut savoir si tu as un risque de développer une maladie due à l'obésité, comme le diabète de type 2 ou des troubles cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité au monde. Donc, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire, mais aussi le ressenti. Est-ce que, en fait, quand tu es en vacances avec tes potes, tu peux partir en trek avec tous tes amis et sentir que tu es pleine de vitalité ? Certaines personnes, oui. Donc, il y a le ressenti, il y a des facteurs de risque à étudier, et aussi la composition corporelle, c'est très large. Ouais, c'est vrai que ça, on nous le fait peu faire, la composition corporelle. Ouais. On parle plus de l'IMC, qui en effet n'est pas toujours significatif. Je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être perdre du poids. Comment tu t'y prendrais aujourd'hui pour perdre du poids, sachant qu'on est dans un monde où chacun prétend détenir une forme de vérité, et où ce que je trouve aussi très compliqué, c'est que on est un peu dans l'illusion qu'il y a des vérités générales pour la perte de poids, alors que j'ai l'impression, de l'expérience que j'en ai, j'ai un petit diplôme de nutrition que j'ai passé quand j'étais passionnée par le sujet à 20 ans, mais où en fait finalement c'est extrêmement individuel, parce que ça dépend de nos gènes, de notre métabolisme, de beaucoup de facteurs. Donc quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui, de manière saine, souhaite perdre quelques kilos pour se sentir mieux dans sa peau ? Alors si c'est quelques kilos, c'est encore possible de le faire seule. Si c'est une personne qui sent que, en fait, elle met sa santé en danger, il faut toujours chercher de l'aide. Parce que c'est pour ça que je voulais faire mon doctorat sur ce sujet. C'est tellement multifactoriel qu'à la fois, tu as des facteurs psychologiques, la manière dont tes parents t'ont éduqué par rapport à l'alimentation, tu as plein de choses comme ça qui se jouent. Comment tu réagis au stress ? En fait, dès que tu es très stressé, est-ce que tu décides que tu vas manger beaucoup plus ? Donc, par quelqu'un qui est dans un domaine plutôt psychologue, quoi. Et puis, idéalement aussi par un médecin endocrinologue qui va vérifier si tu n'as pas des troubles hormonaux qui font que c'est vraiment difficile de perdre du poids. Ouais. J'ai quelqu'un dans mon entourage très proche qui souffre d'obésité, et qui mange très bien, qui fait du spinning tous les jours, mais qui a des problèmes hormonaux. Et en fait, la plupart des médecins n'ont pas été capables de la prendre en charge correctement. Et maintenant, elle a été voir un endocrinologue. On a découvert ovaires polykystiques, SOPK, troubles du microbiome intestinal. On a mesuré plein d'hormones qui sont synthétisées par l'intestin. Et en fait, elle a des hormones, par exemple, qui coupent l'appétit ou qui permettent de gérer les repas, qui sont totalement... La gréline, non ? La gréline, si mes cours, si je me souviens de mes cours. La gréline, c'est une hormone qui se synthétise dans l'estomac quand il se vide. Puis après, tu as la leptine, c'est une hormone qui part du tissu adipeux et les deux viennent dire quelque chose au cerveau. La leptine, elle part du tissu adipeux, elle vient dire au cerveau, j'ai plus faim, elle est anorexigène, alors que la gréline, donc quand l'estomac se vide, elle vient dire au cerveau, j'ai faim. Mais tu as aussi le GLP-1 qui est impliqué, dont on parle beaucoup pour l'instant, avec le nouveau médicament Ozempic. Ah oui, bon, on pourra en parler, tiens. Ouais. Mais donc termine, si tu veux, en effet, sur les maladies hormonales. Voilà, mais du coup, comment faire ? Et puis, si tu es quelqu'un qui peut le faire tout seul, parce que si tu souffres d'obésité extrêmement sévère, il va falloir être suivi de manière conséquente. Ouais. Parfois, tu peux avoir des traitements médicamenteux, comme l'Ozempic, sémaglutide, des choses comme ça, voire une chirurgie bariatrique dans certains cas. Mais pour quelqu'un qui doit perdre quelques kilos et qui pense qu'il peut s'en sortir seul, alors la première chose, c'est donc regarder l'assiette.
Et surtout, ne jamais faire de régime restrictif ou de yo-yo. Un régime restrictif mène souvent à une prise de poids encore plus importante qu'avant le régime. Ouais, Ça, c'est de l'ordre de plus de 90%, si je me souviens Ouais, bien. Exactement. Entre 70 à 90% des gens, 70 à 90, T'as un petit mélange des deux, ouais, c'est cadeau. à 90% des gens reprennent du poids et peut-être pour une grande partie encore plus qu'avant. Sauf que souvent, en fait, tu perds de la masse musculaire lors d'un régime et du gras, mais tu vas reprendre encore plus de gras après, parce qu'après 30 ans, c'est difficile de maintenir ta masse musculaire. Il faut y travailler. Enfin voilà, on pourra en parler de pourquoi les régimes rendent toujours plus gras, mais donc je me concentrerai d'abord sur l'alimentation en faisant attention de ne pas faire de restrictions trop intenses. Ça ne marche quasiment jamais. Essayez d'avoir au petit déjeuner et au déjeuner un apport de protéines assez important, plus de 20 à 30 grammes de protéines. Donc tu peux aller à plus de 30 grammes de protéines au petit déjeuner. Ce serait par exemple 2 œufs et du cottage cheese sur un pain avec de l'avocat. J'essaie de compter s'il y a des protéines là-dedans. Et alors le pain, pas blanc, plutôt un pain genre pumpernickel ou pain allemand. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien parce que l'apport de protéines réduit fortement l'appétit. C'est le macronutriment qui a le plus d'effet sur la satiété. Donc si tu manges suffisamment de protéines au petit déjeuner, au déjeuner, tu améliores la synthèse des petites hormones que tu connais et qui font que tu as moins faim. Et alors, il y a une étude que j'aime bien partager qui est vraiment genre assez frappante. C'est justement des femmes en situation de surpoids ou d'obésité qui avaient tout le temps faim. Elles ont beaucoup de cravings. Et dans cette étude qui est un peu machiavélique, ils ont fait manger au groupe de femmes soit un petit déjeuner pas trop protéiné, soit très protéiné, donc plus de 25 ou 30 grammes de protéines au petit déjeuner. Et le petit déjeuner n'était différent que pour l'apport en protéines. Donc les calories ou l'apport d'autres choses étaient à peu près similaires. Ensuite, au déjeuner, c'était exactement le même déjeuner pour tout le monde. Et puis le dîner, c'est là que c'était un peu sadique. C'était un dîner qu'on dit ad libitum, ça veut dire qu'elles peuvent manger autant qu'elles veulent, où ils leur donnaient des parts de pizza, part par part, comme ça tu te rends pas compte, j'ai mangé ma demi-pizza et je dois arrêter, ou ta pizza entière. Et puis, elles repartaient avec un frigo box avec 4000 calories, que de crasse, comme on dit en Belgique, genre des glaces, des aliments ultra transformés, des chips, etc. Et elles regardaient qui mangeait quoi. Et en fait, rien que le changement de petit déjeuner avec plus de protéines faisait que les femmes, tout au long de la journée, disaient qu'elles avaient moins faim. Quand on les faisait passer dans un IRM en regardant des aliments délicieux, le cerveau s'activait moins. Et le soir, elles mangeaient beaucoup moins. Donc ça, c'est la première chose. Ne jamais négliger l'apport de protéines. Si le soir, tu rentres chez toi et tu as envie de dévaliser ton frigo, essaye de te dire, est-ce que j'ai eu mes protéines ? Si tu as mangé une salade à midi avec quasi rien dedans, il ne faut pas s'étonner. En fait, tu récoltes les ce que conséquences. tu sèmes. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis alors, beaucoup de fibres. Donc, essayez dans chaque assiette d'avoir des oléagineux, des graines, des noix, des légumes, un peu de fruits, idéalement plutôt genre au goûter, pas trop de fruits non plus au petit déjeuner. C'est-à-dire que si tu manges une banane, une pomme et du pain, c'est plutôt glucidique, tu n'as pas tes protéines. Donc, voilà. Et puis, des bons acides gras, comme de l'huile d'olive, des avocats, ceux que tu retrouves dans l'oléagineux, ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact assez important sur le sentiment de satiété. Donc, tu as la nourriture. Après, tu as le renforcement musculaire, qui est fondamental. 2 fois par semaine, il faut travailler ses muscles comme un homme, parce que quand tu vas dans une salle de sport et que tu t'entraînes comme un homme, souvent, ils rigolent un peu. Oh. Qu'ils essayent. Ils sont un peu genre, waouh, là, en train de lever des trucs. Ouais. Bref. Ouais, je veux dire, pas aller au coin femme où il y a les petits poids à 0,5 kg. Voilà, pas te dire mon vélo elliptique 20 secondes et puis après un petit yoga, yin yoga. Voilà, non, il faut vraiment travailler à ses muscles. Ouais. Et à périménopause et la ménopause, encore plus vraiment. Est-ce que tu peux juste, du coup, déconstruire cette idée reçue selon laquelle le fait de s'entraîner comme un homme nous fera ressembler à un homme ? Alors, ça marche pas du tout. Enfin, regarde. Tu vois ? Ouais, c'est clair. Moi, tu sais que ça fait 7 ans que je fais de la muscu. 7 ans. J'ai rien. Ouais. Non, mais c'est une idée, je pense, qu'on a voulu nous mettre dans la tête parce que, moi, c'est mon interprétation, on ne souhaite pas que les femmes soient fortes. Ouais. Tout simplement. Donc, je pense qu'il y a plein d'explications, mais il faut s'entraîner et c'est vraiment très difficile de construire une masse musculaire qui fait qu'on ressemble à un homme. Il faudrait qu'on arrête toutes les deux de travailler et qu'on aille à la salle de sport tous les jours
voir qu'on prenne certains trucs pour... qu'on prenne des suppléments de testostérone. Les femmes qui sont genre comme ça, tu vois, un peu... Ouais, je sais pas culturistes, ouais. Elles sont droguées, quoi. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, elles y travaillent vraiment. C'est un job, en fait. Donc, c'est pas possible. Et donc, pour bien faire, au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine qui visent à renforcer l'ensemble des muscles du corps. Donc, c'est pas juste abdos fessiers, une fois par semaine. Non, tu fais les biceps, les triceps, le dos, les abdos, les pecs, faire des pompes. Les jambes, tu vois, l'ensemble des muscles du corps. Ouais. En plus, je trouve qu'au-delà des bénéfices sur la santé physique, même psychologiquement, quand j'ai commencé la muscu vers 19-20 ans, j'étais maigre et je savais pas faire une pompe sur les genoux. Enfin, j'étais vraiment... je partais de très loin. Et aujourd'hui, je peux en faire une 15aine sur les pieds et d'être arrivé à là, tu vois, progressivement... Il y a un côté où quand j'arrive à la salle, qu'il y a, comme tu disais, que des mecs et que je m'échauffe en faisant des pompes, je suis fière, tu vois. Je me dis... ce que j'aime bien avec, en effet, le sport, mais en général, c'est tu observes tes progrès qui ne sont dus qu'à toi-même, donc pour ta confiance en toi, donc pour ta confiance en soi, et même ton acceptation de ton corps, je pense que c'est hyper bénéfique. Ouais, et ça, c'est vraiment... Toutes les études le montrent. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais un peu stressée. Donc j'ai été courir. Après ma course, j'étais pleine d'énergie, de positivité. Voilà. Et les études montrent que donc, quand tu fais du sport par exemple de la cardio, qu'il faut faire aussi, normalement à peu près 300 minutes par semaine, c'est doux. Est-ce que ça compte le shopping? Intense, c'est 75 par exemple. Si tu dis tu fais de l'intervalle, tu pourrais aller jusqu'à 75. Mais bon, il faut essayer de faire un peu de sport tous les jours et d'éviter d'être sédentaire. Donc tu fais pas tes 2 séances de muscu et peut-être 75 minutes intenses de cardio le même jour, c'est pas optimal. Donc quand tu fais de l'activité physique comme ça, de type cardio, tu libères de la sérotonine, de la dopamine, des endocannabinoïdes. Donc plutôt que de fumer un joint, t'en synthétises toi-même, qui diminue la douleur. C'est vraiment la meilleure drogue possible, le sport, pour se sentir bien dans sa peau. Immédiatement, tu as un boost de confiance en toi, de créativité, tu te sens fort, tu vois, genre je sais pas si t'as déjà couru et t'as eu ce runner's high ou... Non. Tu cours, moi je cours, vraiment genre j'ai l'impression d'être la star du monde, je sais que c'est débile à dire, mais tu te sens vraiment invincible et forte. Et ce matin je courais et il y avait une team de militaires qui couraient, je courais plus vite qu'eux et j'étais là genre haha, tu vois. Donc ouais, c'est important. Et puis pour le renforcement musculaire, par exemple même pour le déclin cognitif, il y a des études maintenant qui montrent que les personnes qui ont un léger déclin cognitif lié à l'âge, donc les personnes âgées, on leur commence à faire des renforcements, du renfort musculaire, par exemple des squats, ce que je m'y mets, elles ont un retour de déclin cognitif. Donc, ah oui, c'est même réversible du coup. Un déclin cognitif qui n'est pas pathologique, pas la maladie d'Alzheimer. Mais donc, faire du sport, c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas que pour le poids, c'est pour la santé mentale, c'est pour être des belles personnes, des personnes qui arrivent à s'accomplir, à réaliser leur potentiel. Voilà, mais bon, pour perdre du poids, donc ce qui brûle le plus de calories, c'est le muscle. Il en brûle beaucoup plus que le gras. Au repos. Donc le muscle pèse beaucoup moins que le gras. Donc imagine, ça c'est ta masse musculaire. Ben, pour la même chose, je pourrais avoir ça de masse grasse, par exemple. Et plus tu augmentes ta masse musculaire, plus tu brûles des calories sans rien faire. Et quand tu fais un régime restrictif, tu ronges ta masse musculaire et ta masse grasse. Donc, tout d'un coup, en fait, tu brûles moins de calories qu'avant, à la fin de ton régime. Donc, tu dois manger encore moins qu'avant. Et en plus, tu as perdu un peu de masse grasse. Parce que c'est plus facile de perdre c'est plus facile le muscle, mais tu perds aussi de la masse grasse. Et la masse grasse émet de la leptine qui dit au cerveau « je n'ai plus faim ». Donc, à la fin de ton régime, tu te retrouves dans une situation... T'as faim, mais tu dois moins manger. Et tu dois moins manger qu'avant. Ouais. Et tu vas sans doute reprendre plus de gras, parce que comme t'es fatigué, parce que t'as perdu du poids, t'as peut-être un peu plus la flemme. Donc il faut vraiment être vigilant, se mettre à bouffer des salades juste avant l'été. Ouais, et malheureusement, c'est un schéma qui est très répandu, notamment parce que j'ai quand même observé aussi un phénomène de plus en plus commun qui est la dysmorphophobie. Qui est le fait de ne pas se voir dans le miroir comme on est réellement.
Et j'ai l'impression que les femmes qui sont dans un processus de perte de poids le vivent particulièrement. Et donc, en fait, comme on perd pas du poids du jour au lendemain, on ne se voit pas vraiment perdre de poids. Et le risque, c'est du coup de ne jamais être satisfaite. Ouais. Tu vois, c'est d'être dans un toujours plus. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux femmes qui sont entrées dans ce piège-là, qui ont commencé à perdre du poids, ça marche, du coup, ça les galvanise, ça leur donne envie de continuer à perdre, mais au final, après, ça peut devenir dangereux. Voilà, comment est-ce qu'elles peuvent se rendre compte que finalement, là, c'est un bon poids et qu'elles n'ont pas besoin de faire plus d'efforts? Mhm. C'est très très complexe la question que tu poses là, et je pense que je serais un charlatan si je te donnais une réponse. Parce que je pense que ça dépend de chaque personne. Je pense que quand on tombe dans ce piège-là, il faut faire un suivi avec quelqu'un, donc un psychologue, être encadré. Mais peut-être une question que je me poserais, c'est voir, est-ce que, si par exemple, si ta fertilité est mise en jeu, tu vois, parce que parfois tu perds un peu de poids et c'est pas grave, mais si ta fertilité est mise en jeu, si tu commences à avoir des troubles du sommeil, parce que ça peut favoriser des troubles du sommeil, avoir de la tachycardie, des choses comme ça, mais on sait qu'en fait, une personne qui souffre d'anorexie, c'est pas suffisant. Il y a sans doute aussi des amis qui souffrent d'anorexie sévère, j'en ai. C'est des filles qui, le médecin leur dit, votre cœur est en train de se ronger, parce qu'en fait, les accidents cardiovasculaires, tu as une courbe comme ça. Donc, les filles très maigres ont autant de risques de mourir d'une crise cardiaque que les personnes qui souffrent d'obésité très sévère. Donc, Et pourtant, on parle beaucoup plus de l'obésité dans le débat public. oui, Je tiens quand même à le rappeler. oui, c'est vrai. Parce que le taux d'obésité quand même augmente là de manière très Inquiétante. grave. Et de plus en plus, à partir de demain, tu penseras à moi dans la rue, tu verras des enfants très 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 jeunes qui souffrent d'obésité déjà grave et dont les parents leur donnent des chips dans le train, et en l'espace d'un trajet en train, ils consomment les calories qu'ils doivent consommer pendant 2 jours. Tu vois. Donc voilà, c'est normal qu'on en parle un peu aussi. C'est la 8e cause de mortalité au monde maintenant. Donc tu vois, la malnutrition tue beaucoup moins que la surnutrition. Ok. Donc, Et qu'est-ce que tu conseillerais désormais à cette personne qui a perdu du poids de manière saine, en changeant son apport nutritionnel et en faisant du renforcement musculaire, si elle se dit, ok, je me sens mieux dans ma peau, je sens que j'ai pas forcément besoin de perdre plus de poids, mais qui a peur de reprendre le poids qu'elle a perdu parce que on parle beaucoup de l'effet yo-yo, et parce que finalement, je pense que comme il y a quand même eu une phase de contrôle de l'alimentation pour perdre ce poids, c'est difficile ensuite de savoir comment reprendre entre guillemets une vie normale et comment faire maintenant qu'on n'a plus des consignes à suivre. Il y a une stratégie que je trouve intéressante en plus de celles que j'ai citées, donc qui sont bien en apport de protéines, manger beaucoup de fibres qui vont remplir l'estomac, puis améliorer la santé du microbiome, donc tout ça c'est intéressant. Et travailler son muscle, parce que vraiment si tu travailles ton muscle, ce sera vraiment beaucoup plus facile de maintenir ton poids. Et quand j'étais au labo, parfois je me mettais un mois comme ça où j'allais tout le temps renforcer mes muscles et je voyais que j'augmentais de X, ça se comptait en quelques centaines de calories, tu vois, par jour. C'est beaucoup. Donc c'est ton petit plaisir de la journée en plus. Une stratégie que je trouve intéressante et qui n'est pas trop contraignante, et ça, il y a pas mal d'études qui montrent que ça marche bien, c'est le jeûne intermittent plutôt que de compter les calories ou regarder ce que tu fais. Tu souris? Ouais, parce que de ce que j'ai lu, le jeûne intermittent n'est vraiment pas conseillé pour les femmes, hormonalement parlant, même s'il est jugé vraiment efficace pour les hommes. Alors ça dépend pour qui. Ok. Donc, si tu es face à une personne qui souffre d'anorexie ou qui a une masse grasse ou une masse musculaire très faible, faire le jeûne intermittent, c'est une très mauvaise idée. Tu vois, j'ai des clients qui sont très très minces. Jamais avec eux, j'envisagerais le jeûne intermittent parce que le risque, c'est qu'ils rongent encore plus leurs muscles. C'est pas intéressant. Par contre, pour une personne, moi je suis en très bonne santé, je fais des bilans fonctionnels ultra poussés, je pratique le jeûne intermittent, mais pas de manière trop restrictive. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, il faut évidemment voir pour chaque personne, mais si on a dans la personne qui est souvent en train de osciller entre un poids normal et un surpoids, le jeûne intermittent est intéressant. Alors, tu n'es pas obligé de faire 16 heures de jeûne et 8 heures de fenêtre d'alimentation, tu peux faire moins. La seule chose qu'il faut faire, même pour une femme qui serait un peu normale mince,
J'aime pas trop utiliser les termes normal. Ouais, C'est ça horrible. voudrait dire qu'il y a une norme, mais... Je suis obligée d'utiliser ces termes Ouais. pour qu'on voit de quoi je parle. Et vraiment, je m'en excuse. Mais c'est d'essayer de ne pas manger dans une fenêtre d'alimentation de plus de 12 heures par jour. Ça, c'est vraiment le minimum. Alors attends, 12 heures. Donc ça veut dire que que... tu manges plus après 8 heures du soir et avant 8 heures du matin. D'accord. C'est pas délirant. Bah, faut tous qu'on aille habiter en Angleterre, quoi. Parce que moi, en France, je tendance à manger plus tard, quand même. Oui, donc du coup, tu peux changer. Tu peux te dire, une fois que j'arrive au travail, t'es pas obligé. Je sais que la plupart des gens rentrent très tard du travail et ils ont envie de manger. Et c'est un moment de plaisir. L'alimentation doit toujours rester un moment de plaisir, de partage. Et je pense que c'est entre... Tu prêches une convaincue. Ouais. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où on a des traditions autour de la nourriture. Voilà, les repas familiales, c'est quelque chose. Je les send back. Mais donc, essayer de restreindre un peu ta fenêtre d'alimentation, pas de manière trop restrictive si tu es trop mince. D'au moins 12 heures. D'un point de vue évolutionnel, les gens n'avaient pas de frigo ou de Kinder Bueno, d'aliments que tu peux garder chez toi comme ça et manger devant ta télévision jusqu'à minuit. C'est important vraiment d'avoir au moins 12 heures où tu ne manges pas. Et souvent, tard le soir, les gens mangent pas mal devant leur télévision. Donc, essayez de se dire, après le dîner, je me brosse les dents, je passe les brossettes, super important, et puis je ne mange plus. Tu auras la flemme aussi, parce que tu as passé les brossettes. Et tu peux, si tu n'as pas envie, parce que tu rentres tard du travail et que tu veux manger entre 20 et 21 heures, tu peux te dire, quand j'arrive au travail, je prends mon skir avec quelques fruits rouges surgelés. Il y a peut-être un frigo dans ton lieu de travail où tu peux avoir un congélo des fruits rouges. Ça va vite et tu manges vers 10h, 10h30 pour un peu restreindre la fenêtre d'alimentation. Pour les personnes qui doivent perdre du poids, le jeûne intermittent permet sans frustration d'avoir un déficit calorique similaire à celui qu'on impose quand on fait la restriction calorique. Donc, c'est intéressant. Mais donc, je me pose une question, notamment sur ce déficit calorique. Ce qui est compliqué, c'est que j'éviterais de recommander de compter les calories parce que ça peut mener à des comportements assez obsessionnels. D'un autre côté, je sais que entrer dans des déficits caloriques qui sont trop importants, dont les gens ne se rendent parfois pas compte parce que juste, peut-être qu'ils ont enlevé de leur alimentation quelque chose qui était très calorique, qu'ils mangeaient tous les matins ou à chaque goûter, peut vraiment abîmer leur métabolisme. Et comme on le disait, ensuite, finalement, réduire le nombre de calories brûlées au repos. Donc, comment se rendre compte de l'ampleur de son déficit calorique et qu'est-ce que tu penses être un déficit calorique sain ? Parce qu'en plus, on entend tellement aujourd'hui de différents régimes et types de méthodes que ça devient compliqué de savoir ce qui est de l'ordre du sain et ce qui est de l'ordre de la tendance. Alors, pour une femme comme toi et moi, de notre gabarit, la norme, c'est d'avoir besoin de 2100 calories par jour à peu près. C'est vraiment des chiffres larges. Hein. Ouais, mais je suis contente que tu le dises parce que je pense que c'est bien plus que ce que beaucoup de gens pensent. Oui, et tu es quand même docteur, ok ? T'as un doctorat sur le sujet. Donc, tu rétablis la vérité. Donc, moi, en passant dans cette machine, j'ai beaucoup de masse musculaire. Ça ne se voit pas, mais quand je suis dans la norme de la masse grasse et un peu plus en masse musculaire. Donc, je sais que mes amis qui sont déjà venus, parce que parfois je recrutais des amis dans mes études, je suis une femme qui a beaucoup de muscles par rapport à mes amis, puisque les femmes se musclent très peu. Je brûle au repos entre 1300 ou 1500 calories par jour. J'ai pas envie de donner le chiffre précis parce que ça peut un peu varier et que je me souviens plus par cœur. C'est pas beaucoup, hein. 1300 à 1500 calories au repos. Mais je fais du sport tous les jours. J'essaye quand je peux de marcher. J'utilise beaucoup mon cerveau, on va dire. Bon, bref. Et en fait, quand tu calcules ton sport, et ça tout le monde peut le faire, tu utilises ChatGPT, tu dis je fais tel poids, je fais du sport comme ça, quelle est ma dépense énergétique moyenne par jour. Voilà, de combien j'ai besoin, et dis-lui, pose-moi des questions pour que je puisse mieux estimer ma dépense. Mais donc, souvent, ça fait 2100. Moi, je sais que c'est à peu près 2100 calories dont j'ai besoin par jour. Dans mon livre, j'ai rédigé justement le régime optimal pour la santé du microbiome et du cerveau en fonction de ces 2100 calories. Ça fait beaucoup de bouffe, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aliments aussi qui sont très riches en fibres et peu caloriques, qui sont plus du tout consommés de nos jours, quand je regarde autour de moi. Mais donc, c'est vrai que c'est conséquent. Alors, un déficit calorique raisonnable, ça pourrait être, si moi j'ai besoin de 2100, je pourrais descendre à
je sais pas, 1900, 1800 calories par jour, une restriction calorique à 1200 calories par jour, ça c'est dangereux. Perdre trop de poids trop vite fait que ton cerveau, il va crever la dalle, il va être frustré, tu favorises des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, c'est une des choses qui favorise le plus l'addiction à l'alimentation, dont de plus en plus de chercheurs parlent. Personne n'en parle évidemment. Donc, voilà, aller doucement. Donc, par exemple, se dire, imagine, quelqu'un écoute ce podcast et doit perdre 5 kilos. Je préfère qu'il commence à se dire, je mange plus après 9 heures, toutes les crasses que je mange devant la télévision, et je vais me dire que je vais faire du renfort musculaire 2 fois par semaine. On évite de trop se mettre la pression et commencer à enlever des groupes alimentaires, ça il faut jamais faire. Ouais. Puis si ça suffit pas, alors on peut essayer d'enlever tous les aliments qui sont ultra transformés. C'est des aliments qui contiennent plein d'ingrédients. Pour faire très simple, c'est des aliments qui contiennent plein d'ingrédients que tu trouveras jamais dans ta cuisine, genre du sirop de glucose fructose ou des trucs comme ça. Des packaging en métal ou en plastique hyper attrayants, avec des bonbons, des cadeaux pour les enfants, des choses comme ça. Ça, c'est déjà toute une catégorie d'aliments que tu peux enlever. Mais dans mon approche, je dirais plutôt essayer de manger plus certains aliments. Que moins d'autres. Voilà. Donc, par exemple, chaque assiette est pleine à moitié de légumes. Chaque jour, légumes à feuilles vertes, idéalement. Je suis mal barrée. T'en manges pas? À part des pousses d'épinards, que j'aime bien. Légumes à feuilles vertes. Voilà, mais c'est vraiment le seul légume à feuilles vertes que j'aime. Légumes à feuilles vertes ou crucifères? Je digère pas parce que j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Ok, bon. Ouais. Voilà. C'est pas grave, je cherche pas à perdre de poids. Après, donc c'est pour les gens qui écoutent. Non, c'est pour aussi la santé du cerveau. Ah ouais. Je voulais t'en parler après. Ouais, on en parlera après. Mais les légumes à feuilles vertes et les crucifères sont quand même assez intéressants. Donc, légumes à feuilles vertes, pas de la salade iceberg. C'est genre du kale, des vrais aliments en fait, qui sont riches en nutriments, riches en fibres, riches en polyphénols. Des légumes de toutes les couleurs, cuisinés de toutes les manières que tu aimes, et des légumes fermentés, c'est une bonne idée. Avoir chaque jour, pour les femmes, par exemple, un petit creux de main d'oléagineux. Essayer d'avoir dans chaque repas des graines, les épices, c'est bon pour la santé. Ça permet de... Tu vois, quand t'as vraiment envie d'un réconfort, de quelque chose, en fait, si tu crées, je sais pas, je vais penser là tout de suite à un repas, mais disons un curry vert ou rouge, plein d'épices, ça va créer un sentiment de réconfort. C'est bon pour la santé, les épices. Essayer d'augmenter la quantité d'aliments du règne végétal, les légumineuses, les céréales aussi, mais évidemment pas trop non plus. Et donc chaque moitié d'assiette est pleine de légumes. Et essayer de te dire, mon nouvel objectif, et c'est un objectif que tout le monde devrait avoir, c'est de manger 30 plantes différentes par semaine. C'est marrant, c'est plus positif. Ouais, c'est ce que disait. Je sais pas si tu vois sur les réseaux The Gut Health Doctor. Docteur Megan Rossi. Je crois que je vois qui c'est. Qui est une Australienne super, qui a créé une clinique sur la santé intestinale. Et comme personnellement, j'ai quand même pas eu beaucoup de médecins qui m'ont aidé sur le sujet de mon ventre, j'avais échangé avec elle sur les réseaux sociaux et donc j'avais suivi plusieurs consultations avec elle. C'est fou parce que juste en suivant un régime d'élimination des FODMAPs puis de réintégration, ça m'a grave amélioré mon syndrome de l'intestin irritable. Et j'avais ce truc à la fin qu'elle m'a remis en mode ok, maintenant tu dois manger 30 comme tu disais, ingrédients du règne végétal. Du règne végétal, voilà. Voilà, je sais pas du tout si je l'atteins, mais ne serait-ce qu'en avoir conscience, je pense que ça te permet à chaque fois que tu as l'occasion de le faire, d'y aller, quoi. Alors qu'avant, si t'as pas conscience de ça, je pense que Camille, si tu nous écoutes, ma chère sœur jumelle, elle est ni sur le quota des légumes verts, ni sur le quota des 30 ingrédients issus du règne végétal. Une fois qu'on sait, on n'a plus d'excuses. Ouais. Désolée Camille. Désolée Camille. On te pointe du doigt. J'ai aussi une sœur jumelle, elle me tuerait si je faisais ça. Désolée Pauline. Ah, tu sais que mon autre sœur s'appelle Pauline. Ouais. C'est marrant. Bref. mais attends, on disait quoi? Pourquoi on parlait de... Oui, je préfère qu'on se dise qu'on va manger plus d'aliments qui sont bons pour notre santé et qu'on se dise je vais me faire du bien. À chaque fois que je peux manger, c'est une occasion de me faire du bien. Il y a des aliments qui sont moins caloriques, riches en fibres, qui sont plein de fibres, de polyphénols qui sont intéressants. Et par rapport aux 30 aliments, en fait, c'est quelque chose que pas mal de scientifiques qui s'intéressent au microbiome intestinal promeuvent. C'est qu'en fait, ton microbiome intestinal, donc c'est l'ensemble des organismes qui vivent de la bouche jusqu'au rectum,
un des paramètres qui permet de dire s'il est en bonne santé, une caractéristique majeure, c'est sa diversité ou sa richesse. C'est le nombre de différents petits individus qu'il y a dans ton ventre. Si tu as 1000 Camille, 1000 Pauline, c'est cool, mais il vaudrait mieux avoir des Louise, des Émilie, des Noah, enfin un peu tout le monde, quoi, tu vois. Donc la diversité, c'est important, et les études montrent qu'en fait, c'est pas tellement le fait d'être végétarien strict, tel type de régime farfelu ou autre. Non, en fait, c'est le nombre d'aliments différents, la diversité alimentaire qui nourrit le plus le microbiome intestinal. C'est comme si tu avais une grande population de planètes avec tout type de gens différents. Il faut apporter tout type d'aliments différents pour nourrir en fonction de leurs différents besoins. Comment on peut savoir si on a un microbiome en bonne santé ? Alors, s'il y a plein de petites Louises là-haut, là en bas. tu aurais pu participer à mes recherches, mais ça demande de faire une anesthésie générale. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Non, mais c'était juste dans ce que... Bon, la recherche que je viens de finir, qui sera publiée bientôt, elle était un peu invasive. Merci aux amis qui ont participé. Alors, les kits en ligne, aujourd'hui, d'analyse du microbiome intestinal, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous intéressants, qu'ils en vaillent la peine. En fait, aujourd'hui, dans la recherche, on compare des immenses groupes, par exemple des personnes qui souffrent d'obésité très sévère, des personnes minces, disons, et on tire des conclusions à les personnes minces ont un peu plus de diversité, plus d'Akkermansia, Muciniphylla, des bactéries qui sont associées au fait d'être plutôt minces, en bonne santé. Mais les kits aujourd'hui en ligne vont te donner des conseils en disant voilà, t'as ça, donc maintenant mange plus de ça et ça. On n'est pas encore aujourd'hui capable de faire des prédictions personnalisées. On n'a pas défini encore quel est le microbiome parfait, parce que si c'était le cas, on se ferait tous implanter le microbiome parfait. Donc, je ne suis pas sûre que je ferais ce type d'études-là. Par contre, si on veut le faire, on pourrait essayer de voir sa diversité, essayer de changer son alimentation, son indice de diversité ou de richesse, et changer son alimentation et de se dire, dans 6 mois, j'aurais augmenté ce paramètre-là. Par contre, ce que tu peux faire, c'est étudier la perméabilité intestinale. Donc, dans ton intestin, normalement, tu as toutes les petites cellules, elles sont bien accrochées pour que seulement les choses qu'on a envie qu'ils passent à l'intérieur puissent passer à l'intérieur. Et puis, parfois, on peut souffrir de avoir une perméabilité intestinale qui est augmentée. Donc, il y a des trous. Les jonctions serrées font des petits trous. Et alors, tu peux avoir des fragments bactériens qui passent dans la circulation et qui peuvent favoriser une inflammation de bas grade. Ça se mesure avec le LPS. Je pense que c'est remboursé par la Sécu. Je ne suis pas sûre. Ou le LBP, c'est un marqueur de LPS. Donc le LPS, c'est les petites parois bactériennes. Donc tu as des fragments bactériens qui passent dans la circulation. Tu peux aussi regarder la CRP ultrasensible, qui est un marqueur d'inflammation de bas grade. Ça peut être des choses intéressantes. Et si on remarque que ces molécules-là sont pas comme elles devraient être, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois me souvenir qu'il faut prendre de la glutamine, mais c'est peut-être pas le cas. Moi, je suis docteur en sciences, donc j'ai signé une charte éthique. Jamais de ma vie, je dirais à quelqu'un comme ça en le regardant, prends ça. Peut-être quelques compléments alimentaires, oui, comme la vitamine D. Je pense qu'il faudrait tous quasiment qu'on prenne de l'EPA et de la DHA, des acides gras oméga 3. Pour les personnes qui souffrent de stress, c'est important. Peut-être du magnésium ou du zinc, mais en fait, il faut toujours faire un bilan sanguin. Trop de la plupart des micronutriments est plus toxique que bon. Donc les compléments alimentaires, c'est pas toujours plus c'est mieux. Trop de fer, c'est dangereux. Trop de vitamine D, ça peut être létal, quoi, tu vois. Il y a des gens qui meurent d'un surplus de vitamine D. Bon, c'est rare. Faire, hein. En tant qu'adulte, il faudrait vraiment que tu te dises, je prends les ampoules là, qui durent 6 mois de mon médecin tout le temps. Mais il y a des cas, en France cette année, je pense qu'il y a eu 3 cas de nourrissons morts de hypervitaminose, de vitamine D. Donc, je ne dirais jamais, prends ça pour ton microbiote. Je pense que le mode de vie doit toujours être la première chose qu'on attaque. Donc, l'alimentation, principalement végétale, type régime méditerranéen traditionnel. Avant de manger, essayer de se mettre dans un état où on est relax et en pleine conscience, parce que ton intestin n'est pas capable de bien digérer quand tu es dans un état de stress. Donc, disons, tu vas inspirer 4 secondes et puis expirer 8 secondes. Tu fais ça 3 fois. Et puis, tu regardes un peu ton assiette, tu essaies d'activer tes sens et tu te mets à manger.
pour permettre à l'intestin de bien travailler. Ça, c'est important. La gestion du stress, elle affecte beaucoup la santé du microbiome intestinal, de la perméabilité. Et ça, c'est aussi un truc très important. Les personnes qui souffrent de stress sont beaucoup plus enclines à prendre du poids que les personnes. Ah, c'est vrai. Voilà. Enfin, la gestion du stress est très importante et le sommeil aussi. Tu vois, le qui dordine, c'est un peu bidon comme phrase, mais en vrai, c'est vrai parce que quand tu dors bien, le lendemain, tu as beaucoup moins de compulsions alimentaires pour des aliments très gras et très sucrés. Et ça améliore le métabolisme de ces petits. Ça améliore la communication de ces petits messagers entre les organes et le cerveau qui permettent de réguler l'appétit. Et l'humeur, évidemment. Et quand tu es de mauvaise humeur, tu es crevé. Tu es hangry. Tu es hangry, voilà. Pour le microbiote intestinal, oui, c'est ça. Tu vois, là, j'étais partie loin. Ça s'appelle le TDAH. Louane, la chanteuse que j'ai reçue aussi, elle a un gros TDAH et elle m'a vraiment fait genre, oh, un papillon. J'étais là, all right. Et là, c'est vraiment cette bougie, je me suis dit, oh, elle est chouette et tout. on pourrait elle est belle, hein. Ouais. Pardon, excuse-moi. On va parler de cette relation entre le microbiome et le cerveau, mais dernière question un peu sur le sujet du poids. Tu l'as dit brièvement, il ne faut pas éliminer une catégorie d'aliments de son alimentation. Pourtant, j'entends encore trop de gens qui me disent ah non, je peux pas prendre de glucides le soir, ou ah non, là il y a trop de glucides. Et à chaque fois j'ai envie de leur dire genre, mais les glucides ne sont pas responsables en eux-mêmes de la prise de poids. Comment ça se fait qu'on est à ce point-là accolé aux glucides cette image? Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui, aujourd'hui, suivent peut-être des régimes qui éliminent certaines catégories d'aliments? Ou des régimes qui te donnent 2 conseils pour être beau, mince, énergique. Si c'était si facile, tout le monde le saurait. Ouais. Alors, les gens cherchent de la magie. Les gens cherchent des choses faciles. Et je sais que je déplais quand je vais parler du régime méditerranéen. Et que mes conseils semblent un peu trop faciles, quand même. On aimerait bien que je te dise, prends de la glutamine... élimine les De glucides. je sais pas quoi, et tu seras mince. Si c'était si facile, tout le monde le saurait. Hein. Donc, moi, je n'ai pas de solution magique. Et les gens qui donnent des solutions magiques, ou qui vous donnent l'impression qu'ils vraiment ils vont vous sauver, attention, charlatan. Toute personne qui a un niveau d'études poussé est toujours nuancée. Donc, voilà, attention. Et puis, je pense que c'est très facile et très alléchant de dire, voilà, la faute, c'est le gras, la faute, c'est les glucides. D'ailleurs, dans les années 70 ou 80 ou 60, je sais plus, ils faisaient la guerre au gras, donc les gens mangeaient beaucoup moins de gras, et en fait, c'est pas bon pour la santé. Il faut bien manger. Alors, la deuxième chose, c'est que le glucose est le carburant principal, majeur et préféré de toutes les cellules du corps, y compris du cerveau. Le cerveau, c'est un petit organe quand même. Il fait un tout petit pourcentage de notre masse corporelle, à peu près 2%. Mais il consomme jusqu'à 25% et dans certaines situations encore plus de l'énergie qui provient de l'alimentation et principalement du glucose. À notre âge, les régimes sans glucides, c'est con. Et surtout, en fait, les gens essaient tellement de simplifier qu'on va te dire régime sans glucides, mais est-ce que tu as compris personne qui dit ça, ce que c'est que des glucides? T'en as dans des pois chiches, t'en as dans du quinoa, t'en as dans énormément d'aliments. Un aliment, c'est source de plein de micronutriments et une pomme, ce n'est pas que des glucides et du poulet, ce n'est pas que des protéines. Enfin, c'est un peu aberrant, quoi. Enfin, c'est un peu pas tomber dans le piège de la simplification, de l'ultra-simplicité. Donc, par rapport aux glucides, essayez simplement, quand vous consommez des aliments sources de glucides, de les manger de la manière la moins transformée et raffinée possible. Par exemple, les fruits, qui sont tout de même des aliments bons pour la santé. Dans des énormes analyses de population, on est capable de définir le burden, comment est-ce qu'on dit ça en français ? Le poids ? Le tracas, ou je sais pas, les problèmes liés à des facteurs de mode de vie. La charge, voilà. Et on sait que la consommation de fruits de manière optimale, donc 1 à 4 fruits par jour, ça dépend. Si tu manges déjà beaucoup de sucre, ça va être 2, mais donc 2 fruits par jour, c'est une bonne idée. 2 portions de fruits par jour, c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, tu entends des gens qui disent les fruits, c'est pour le plaisir. Enfin, c'est débile. C'est plein de fibres, plein de petites molécules qu'on retrouve. Enfin, tu vois, les fruits rouges, c'est excellent pour la santé. C'est d'ailleurs un des aliments qui est le plus associé au fait de retarder, le vieillissement, diminuer la maladie d'Alzheimer. Ah non, d'accord, ouais. Mais alors, pardon, je suis obligée de le placer. Ça coûte super cher, les fruits rouges. Ouais.
c'est un peu le problème quand même d'une alimentation idéale. Alors, tu peux remplacer le fruit rouge par autre chose, par exemple le cacao. Ça je peux, ça, du chocolat, j'en ai chez moi. Le cacao cru et sans sucre, enfin pas d'une Mais pareil, le cacao cru et sans sucre, il coûte 6 balles. Enfin, oui, tu vois. Mais tu le finis en 6 mois, ton pot de cacao cru. Parce qu'il est dégueulasse. Et parce que, enfin, si tu mets ça de cacao cru dans ta tasse, ça va être hyper âcre. Tu vois, tu vas en mettre un peu, tu peux mettre de la cannelle, D'accord. des épices. Donc, les épices, elles sont riches en polyphénol et d'autres petites molécules qu'on peut retrouver dans les fruits rouges. Le café et le thé sont des boissons santé. De nouveau, quand les gens disent le café, c'est dangereux. Enfin, ouais. Va sur PubMed, personne qui dit ça, genre regarde un peu la science parce que c'est n'importe quoi. Alors, il faut pas boire du café n'importe comment, on peut aussi en parler, mais voilà. Donc les glucides, essayez de les manger le moins transformés, raffinés possible. Donc par exemple les fruits, on va toujours les consommer entiers, à croquer, frais, le plus frais possible, ou surgelés. On évite les jus de fruits. Ça veut dire qu'on enlève les fibres. Quand tu fais un jus de fruits, les petites vitamines, elles se dégradent très vite parce qu'elles n'aiment pas l'élévation de température, l'oxygène et la lumière. Donc voilà. Et puis, si tu manges des glucides, évidemment, évitez de manger du pain blanc à chaque repas, mais favoriser du quinoa, des pois chiches, des choses comme ça. Des céréales entières et des légumineuses, le moins transformé possible, c'est bon pour la santé. Et toutes les études le montrent. Donc, des flocons d'avoine instant qui sont prêts à manger immédiatement, c'est pas optimal. Mais du style cut haute, avec un peu... qui sont faits la nuit avec un peu d'éclat de cacao. Et... Moi, j'ai les Quakers, c'est pas une bonne idée? J'ai pas envie de dire que c'est pas une bonne idée, mais tu Parce que je trouve qu'ils étaient meilleurs, en fait. Tu peux faire mieux. Ok. Mais après, tu vois, réalistiquement, je suis passée par une phase où je suivais tous ces conseils. Mais ça prend un temps fou. Franchement, faire tes pois chiches, où idéalement, faut les prendre qui sont pas en conserve. Donc ça veut dire qu'il faut les faire tremper la veille. Ah d'accord, ok. Non. Parce que moi, franchement, à un moment, je pétais un câble. Et puis, en fait, ce qui est horrible aussi, mais je suis désolée, le quinoa, c'est moins appétissant que les tortillas qui m'attendent, tu vois. Donc j'essaie de trouver des compromis. Mais je trouve que c'est difficile quand on a... Enfin d'ailleurs, pour plein de raisons, mais dans mon cas, quand on a une vie... un emploi du temps très chargé, c'est vraiment compliqué pour moi de revenir à 22h à la maison et de me dire... Ce soir, Buddha Bowl. J'en ai pour 1 heure, quoi. Ouais. Après, je mange pas des Buddha Bowl tout le temps. Ok. Les pâtes, c'est pas mauvais pour la santé. Faut trouver dans les détails de chaque aliment, mais... Ouais. Le riz, par exemple, je kiffe, tu vois. C'est 10 minutes de cuisson. Je peux mettre ça avec des petits légumes, du thon, tu vois. Ou, t'ouvres une boîte de conserve de lait de coco. Ouais, j'adore le lait de coco en plus. Dedans. Tu prends des noix de cajou par-dessus. Et tu fais un petit curry. Un dalle de lentilles. Un petit curry, ça met 2 secondes. Choisir du riz complet. Alors maintenant, sur le réseau, d'ailleurs, j'ai envie de faire un Reels débile pour moquer ça. T'as des gens qui racontent n'importe quoi. Mangez plus de pousses d'épinards, c'est plein d'oxalate, on va devoir vous faire une greffe de rein. Non. Mangez plus de riz complet, c'est plein de je ne sais quoi. C'est très dangereux. Et puis en fait, chaque coin de rue, t'as des aliments ultra transformés. Les gens bouffent de la merde, littéralement. Enfin, c'est pas de la vraie bouffe. Enfin, on n'est pas malade parce qu'on a mangé des épinards. Donc, et manger simplement, c'est facile. Donc, moi, les pois chiches, je les prends toujours en conserve. Je les rince quelques fois. Le riz complet, je le prends, je le rince quelques fois. Parfois, oui, comme ça, je suis prise d'une énergie folle. Je fais tremper toutes mes graines. C'est pas tout le temps. Et c'est mieux que de manger des choses ultra transformées. Je travaille énormément. Pendant mon doctorat, je travaillais tous les week-ends, tout le temps. Je sais que certains collègues étaient là, tes salades et tout. Non, ça me met pas de temps. Tu peux même acheter du quinoa pré-cuit. Pouf, tu mets 2-3 cuillères. Des petits pois, ça se cuit même pas s'ils sont frais. Des pois chiches, hop, une poignée d'épinards, tu rinces le tout avant. Une petite boîte de kimchi et tu te mets un œuf et c'est bon, tu vois. Enfin. Et tu trouves ça bon? Alors, il faut être très bon en sauce. Ah ouais, parce que là, je te jure, j'ai visualisé le truc et en fait, je me connais, je suis tellement gourmande que vas-y, je vais me chauffer 2 semaines. Et après, quand je vais voir l'alternative hyper gourmande, tu vois, au resto du coin. Mais c'est là où je suis d'accord que les sauces... Moi, par exemple, j'adore le tahini et maintenant, j'en fous partout. Tahini, j'en fous partout. Un lit de houmous plein de tahini et citron confit, tu le prépares, je sais pas, à l'avance et tu le gardes pendant longtemps. Tu fais des sauces avec du tamari, du gingembre, un peu de soja. Je crois que t'allais dire tarama, j'étais heureuse. Ouais. Mais non, je crois que ça dépend quel c'est un peu transformé. Ouais. Bon, trop intéressant. De toute façon,
tu partages tout ça très bien sur ton compte, donc je mais mettrai aussi vraiment, ton Insta. C'est pas chiant de manger comme je mange. Je sais quand je le dis, ça a l'air d'être chiant. Maintenant, quand je vais en vacances avec ma famille ou ma belle famille, je suis presque en charge de tous les repas tellement ils trouvent ça bon et ils sont là, oh, c'est délicieux. Non, mais c'est pas que ça a l'air chiant, mais c'est qu'en fait, malheureusement, on vit dans une société où la facilité est à portée de main et où elle est évidemment plus séduisante que la complexité. Ouais. Donc autant j'arrive à m'en détacher dans beaucoup d'aspects de ma vie et on en parle sur ce podcast, mais autant c'est vrai que pour l'alimentation, j'ai perdu c'est ce zèle que j'avais où je pouvais me chauffer à me faire des vrais bons plats et c'est vrai que la facilité malheureusement vient trop vite toquer à la porte, quoi. Ouais. Et par rapport au temps et à l'argent, ça paraît un peu conseil de grand-mère de dire ça. Ta mère chiante qui vient te rappeler mets ta veste parce qu'il fait froid dehors ou je sais pas, dors parce que sinon t'es de mauvaise humeur. À quoi ça sert en fait d'avoir plus d'argent, plus de temps si c'est pour passer ce temps à être de mauvaise humeur, léthargique, avoir des troubles du sommeil? Est-ce qu'on ferait pas mieux de genre dépenser un tout petit peu plus d'argent dans la nourriture, de la bonne nourriture plutôt de craquer des énormes paquets de popcorn à 6 balles au cinéma, enfin, j'en sais rien dans quoi les gens mettent leur argent, mais avant, les générations d'avant mettaient plus d'argent que nous dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les loisirs, dans les gadgets, dans les trucs en fait dont on n'a pas besoin. On consomme plein de choses dont on n'a pas besoin, des vêtements dont on n'a pas besoin. Enfin, je pense que vraiment le temps qu'on perd, et en fait, je pense pas qu'on perd beaucoup quand on a pris la main. Enfin, maintenant, je cuisine hyper vite. Il est gagné parce que moi je dors super bien, je suis de bonne humeur, je suis hyper énergique, je fais du sport comme une brute, ça me permet de faire des trucs géniaux et je sais que, enfin j'espère, les études le montrent, j'espère pas être une exception, ça va me permettre de vivre plein d'années en bonne santé. Donc en fait le temps que je perds maintenant, c'est du temps que je gagne plus tard avec plein de vie. Après c'est une parfaite transition sur le lien entre ce qu'on mange et notre cerveau. Je suis assez sceptique sur le sujet. Parce que, déjà, si je prends ce que moi j'ai mangé, on va dire, de 2018 à 2019, et là, de 2023 à 2024, 2018-2019, en plus, j'étais un peu déprimée parce que je revenais d'une expérience compliquée à l'étranger, mais j'étais clairement orthorexique, donc j'étais à fond à me faire à chaque fois des pancakes sans sucre le matin, bien protéinés, du beurre de cacahuète, machin, enfin alimentation exemplaire. Je mangeais hyper sain et j'étais quand même clairement pas très heureuse et en plus j'avais très souvent mal au ventre parce que du coup vu que j'avais le syndrome de l'intestin irritable, trop de fibres, c'était quand même pas une bonne idée. Et enfin là cette année, depuis 2-3 ans, je suis beaucoup plus relax par rapport à mon alimentation. Après, comme j'ai ce savoir, ça me permet de jamais être dans des excès un peu déconnants. Mais je pense qu'il y a vraiment des semaines où je mange pas plus de 2 légumes par jour, par semaine, pardon, il faut quand même le dire. Je n'observe aucune différence par rapport à mon humeur, si ce n'est que je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, voilà, je t'ai dit. Après, j'imagine que les études le démontrent le contraire, mais... Ouais, on te dit toujours, une étude, tu peux pas faire n égale 1. Tu peux pas faire une étude sur une personne. Donc, ça veut dire que Louise Aubry, aussi chouette qu'elle soit, n'est pas suffisante pour dire qu'il n'y a pas d'impact parce que toi, tu n'en vois pas. Et puis, peut-être que ça va mettre du temps avant que tu vois des effets. Et je ne sais pas à quel point tu manges mal. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que quand on souffre d'anxiété, les personnes qui souffrent d'anxiété, qui sont tout le temps un peu dans la réflexion, par exemple, par rapport à leur santé, et donc on va avoir des meilleurs comportements de santé. Si tu souffres d'anxiété, que t'es pas bien, que tu essaies d'aller bien, tu vas faire attention à ton mode de vie, et que tu deviens orthorexique, comme tu l'as dit, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc, est-ce que en fait, c'est parce que tu étais anxieuse que tu t'es mis à manger méga bien, ou que c'est l'inverse, tu vois? C'est difficile d'identifier quelle est la source. Ouais. Donc, alors, quels sont les vrais effets? Si t'es sceptique par rapport à l'alimentation, est-ce que tu as déjà entendu parler de sérotonine? Oui. Le neurotransmetteur du bien-être. Ouais. Donc, la sérotonine est un neurotransmetteur dont les gens entendent souvent parler comme le neurotransmetteur du bien-être, surtout les personnes qui souffrent de dépression parce qu'ils savent qu'ils prennent un médicament qui joue avec le circuit de la sérotonine.
Donc, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans l'humeur. Si quelqu'un qui a des problèmes de circuit sérotoninergique, qui peut être très irritable, très triste, il peut souffrir de dépression. C'est aussi un neurotransmetteur, et évidemment il y a d'autres facteurs, hein, mais c'est aussi un neurotransmetteur très important pour le contrôle de l'appétit. Donc quand tu as des cravings, par exemple, tout le temps en hiver, les femmes ont beaucoup de cravings en hiver, ça peut être dû à ça. C'est important pour les fonctions cognitives. Bref, c'est un neurotransmetteur qui est important pour plein de choses. Eh bien, il est synthétisé à partir d'une seule molécule qu'on ne retrouve que dans l'alimentation, qui s'appelle le tryptophane. Donc ça, c'est déjà te dire, il y a un lien direct entre ce que tu manges, le contenu de ton assiette et la synthèse de neurotransmetteurs. Je pourrais te faire plein d'exemples comme ça. Donc ce tryptophane, ce petit acide aminé qu'on retrouve dans l'alimentation, il doit voyager jusqu'au cerveau pour créer de la sérotonine. On le retrouve dans quoi, juste ? Donc c'est les protéines. Ah d'accord, Protéines c'est marrant. du monde Ok. animal et certaines protéines du monde végétal. C'est pour ça que quand on est végétarien, il faut essayer d'avoir un régime complet. Par exemple, pois chiches et quinoa pour avoir légumineuses et céréales ensemble, pas à chaque repas, mais au cours de chaque journée, pour couvrir tous les acides aminés. En fait, ça, j'ai rigolé parce que ça me rappelle quand j'étais clairement dans un mal-être le plus total il y a 2 ans. J'étais tombée sur une vidéo de ce gars, je me demande si c'était pas sur Gaia, cette plateforme un peu douteuse. Et en gros, il t'assurait que si tu mangeais de l'ananas et de la mangue tous les jours, ça crée justement une alliance de certaines molécules. Et en gros, il te disait, vas-y, dis-moi après 1 semaine si t'es encore déprimé. Je me souviens être allée acheter chaque jour mon ananas et ma mangue pour me faire mes assortiments. Ça n'a absolument rien changé. Et donc, en fait, c'est ça. Mais je pense que ce qui est compliqué, en effet, c'est que les gens attendent des résultats immédiats pour des bénéfices et des bienfaits qui se ressentent sur le long terme. Ouais. Donc ce petit tryptophane, pour voyager jusqu'au cerveau et faire de la sérotonine, il a besoin de, par exemple, vitamine B9. Et les personnes qui sont sous antidépresseurs, et aujourd'hui les médecins peuvent parfois donner des médicaments, pas tous, hein, mais des médicaments comme ça sans vérifier quoi que ce soit. La personne elle est aussi en carence en B9 et en fer. C'est des petites molécules qui permettent d'aider, c'est comme si tu avais un cuisinier dans le cerveau, l'ingrédient principal pour ton dalle de lentilles, c'est les lentilles, on va dire le tryptophane, mais il a besoin aussi d'autres choses. B9, fer, plein d'autres micronutriments. Et maintenant, on sait que si tu veux améliorer l'effet de ce médicament pour quelqu'un qui souffre de dépression, il faut aussi soigner ses déficits. Il y a plein comme ça de petites molécules qui voyagent vers le cerveau. Les acides gras oméga 3, comme l'EPA et la DHA, sont des types de gras qui s'incorporent dans le cerveau, surtout la DHA, et qui aident au développement du cerveau. Donc, par exemple, une maman qui aurait un déficit important, on fait ça chez les souris, c'est difficile de prendre des mamans et dire on va vous faire une carence grave, voir si vos enfants développent des troubles du comportement. Mais chez les souris, on peut faire ça. Quand elles ont des carences graves, elles sont trop carencées en EPA et DHA, leurs enfants développent, les petites souris, elles développent des troubles graves de santé mentale et du comportement. Il y a vraiment énormément d'exemples comme ça qui montrent que l'alimentation a un effet direct sur le cerveau. Il y a plein de petites molécules qui vont directement dans le cerveau faire quelque chose. Ensuite, l'alimentation a un effet indirect. Si tu manges tout le temps des aliments ultra transformés, tu peux perturber ton microbiome intestinal. Et le microbiome intestinal, il a quand même un effet important, causal sur plein d'aspects de notre santé. L'obésité, par exemple, tu peux transplanter le microbiome de quelqu'un qui souffre d'obésité vers des souris minces. Il y a des études qui sont faites comme ça avec des jumeaux. Disons que ta sœur jumelle, Camille, souffre d'obésité. Et toi, pas. On transfère vos microbiomes vers des souris et on voit que le groupe de souris qui a reçu ton microbiome reste mince et l'autre prend du poids alors qu'elle mange exactement la même chose et rien n'a changé. C'est pareil pour la santé mentale. Donc si tu as un régime ultra transformé, disons plein d'émulsifiants et on sait que ça altère le fonctionnement du microbiome, ça peut avoir petit à petit une conséquence sur le cerveau par plein de mécanismes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un effet. Et je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir quand tu as des gens qui souffrent de dépression sévère, tu as des études comme ça qui montrent ça. On fait 2 groupes. Un groupe qui va avoir le traitement classique par la parole. La thérapie. Voilà. Et un autre qui va suivre un régime méditerranéen traditionnel conçu spécifiquement pour... c'est un régime méditerranéen un peu différent, mais très similaire au régime méditerranéen classique, pour améliorer leur humeur. Et bien, après 3 mois... Dans le groupe du régime qui a suivi le régime, donc l'intervention nutritionnelle, il y a une rémission de la dépression
chez un tiers des participants. Mais attends, Et ils sont totalité- sous médicaments ou pas? Ils sont plus sous médicaments pendant le traitement de l'étude. J'ai quand même du mal à croire qu'une dépression sévère se soigne. Parce Avec t'as un des régime carences, alimentaire. Par exemple, une carence en fer importante. Ah ouais. Tu vois, les carences en fer, on parle des ongles qui cassent et des cheveux qui sont abîmés. En fait, il y a aussi un effet sur l'humeur. Être léthargique, hyper irritable, pleurer tout le temps. Ça, c'est marrant, parce que j'ai une de mes belles-sœurs... Enfin, c'est marrant, c'est pas du tout marrant. C'est marrant d'un point de vue scientifique, c'est intéressant. Une de mes belles-sœurs que j'ai vue il y a pas longtemps, blafarde, très fatiguée. Il y avait un truc qu'elle n'allait pas, pleurer tout le temps, s'énerver, etc. Je lui dis, bon, tu ferais peut-être un petit bilan sanguin pour vérifier que tout va bien. Et elle avait une ferritine à 7, je crois. La carence est située à 30. Donc elle était ultra bas. Et ils ont dû carrément lui faire une perfusion. Et elle m'a dit, mais Émilie, tu te rends pas compte... Enfin, tu m'as sorti d'une belle merde, quoi. Donc oui, l'alimentation a un effet majeur sur le cerveau. C'est pareil avec les maladies neurodégénératives où on a l'impression que ça tombe dessus comme ça, ou c'est dû que à des facteurs génétiques. Mais en fait, la maladie d'Alzheimer, par exemple, il y a moins de 5% des cas qui sont explicables par des facteurs génétiques à haute pénétrance. Donc, Si jamais tu ne pouvais choisir que 5 aliments à manger jusqu'à la fin de ta vie pour préserver ta santé physique et mentale, lesquels tu choisirais? oh là là. T'as le droit de réfléchir. Je peux mettre un gros paquet du genre des légumes. Ouais, vas-y. Ah ouais, ouais, alors c'est facile. Des légumes, des fruits, particulièrement les fruits rouges. Je dirais des grains entiers, comme ça je te fais un gros paquet. Des grains entiers, Des ça grains veut entiers, dire c'est genre, graines de sésame, graines de les lin. graines, les oléagineux et les céréales. Je joue mal au jeu, non? Ah là, tu joues très mal au jeu là. Tu vas me citer Ok. les 5 familles Je veux dire, d'aliments. les oléagineux, donc graines et noix. Des légumineuses peut-être, ou des légumineuses. Et puis peut-être des petits poissons gras. Ok. C'est en fait dans le régime méditerranéen que tu as cité. Tous Cela. ces aliments appartiennent à cette. Ouais, en fait, pour mon livre, j'essaye vraiment de créer le régime optimal pour la santé globale, celle du microbiome et du cerveau. Et donc, j'ai décortiqué, j'ai pas envie de dire des milliers, parce que ça serait sans doute faux, mais des centaines et des centaines d'articles qui regardent le régime optimal pour plein d'aspects de la santé, même la longévité. C'est un concept un peu flou. Et très souvent, tu as les mêmes aliments. Et souvent, ils recommandent des proportions qui sont assez similaires entre les différentes études. Et donc, j'ai créé ce régime avec, par exemple, les légumes à feuilles vertes. Je vais dire chaque jour une poignée de légumes à feuilles vertes. Ça veut dire un peu à midi, un peu le soir. Si tu les cuis, ça prend beaucoup moins de place. J'ai fait ça pour chaque aliment. Chaque jour, un petit creux d'oléagineux. Et c'est vrai que il faut avoir une alimentation principalement végétale, mais il y avait le problème des acides gras oméga 3, donc je t'ai mis des petits poissons. Ouais, ok. Ouais. Non, mais c'est cool, ça te donne. Et moi, je ne mangerais les pas que bases. ça, hein, si je pouvais quand même. C'est quand même mieux de diversifier, comme tu l'as très bien souligné. Voilà. Je me demandais, avant de passer aux petites questions de la fin, le lien aussi avec la peau. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédée, disons-le aussi clairement, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau. Vous savez de quoi je parle. Mais tu vois, je me souviens, j'ai suivi des comptes Insta, genre The Perfect Skin, The Perfect Skin Diet. Enfin, on entend beaucoup de choses autour de l'impact de ce qu'on mange sur la peau. Je trouve que c'est aussi très dur là de démêler le vrai du faux. Est-ce que quand on a des problèmes de peau, quand on a des problèmes d'acné, l'alimentation a vraiment un impact sur notre peau, quoi. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de l'arranger? À nouveau, je serais un charlatan si je venais avec une Ouais. réponse qui te plaît. L'alimentation a certainement une influence, entre autres parce qu'elle peut être, on va dire, pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. Et une alimentation pro-inflammatoire favorise plein de Les problèmes inflammations. partout, Ouais. et même dans la peau. Mais il y a plein d'autres facteurs. Le stress, par exemple, quand tu es dans un état de stress, ça peut altérer la barrière cutanée. Et on sait que c'est un facteur qui pourrait favoriser plein de problèmes de peau. Mais il y a aussi des hormones, il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Donc c'est compliqué de donner des conseils pour avoir
une bulle de peau, ça dépend du problème. Surtout quand on parle d'eczéma ou autre chose un peu plus compliqué, c'est quand même compliqué. Là, récemment, j'ai écouté un podcast que j'adore où ça parlait d'allergie, mais je trouvais intéressant quand même que le chercheur montre que dans la petite enfance, quand on lave trop ses enfants, quand ils sont trop dans un environnement stérile, ça peut favoriser des troubles de la santé de la peau. Et que les adultes aujourd'hui qui utilisent plein de produits vraiment très, très abrasifs, ou même tes produits pour laver ton linge qui sont toxiques, tout ça, ce sont des choses en plus qui peuvent altérer la barrière cutanée et créer des problèmes. Mais voilà, malheureusement, c'est vraiment complexe. Et souvent, quand je traite les sujets peau, on me demande de faire des conférences par rapport au vieillissement cutané. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est plus facile de répondre à cette question-là. Mais pour les problèmes de peau à notre âge, c'est vraiment... Oui, c'est plus hormonal qu'autre chose. Et puis c'est vrai que je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui c'est acné qui vient du microbiote, il y en a c'est plus des hormones. Mais ça me conforte dans l'idée de aussi pas... Parce que j'ai vraiment eu une phase où je choisissais ce que je mangeais au resto en fonction de ce que je pensais bénéfique ou non pour ma peau. Et j'évitais tout ce qui pouvait potentiellement empirer ma peau. Et tu pensais que c'était quoi, par exemple ? J'ai pas envie de donner de mauvaises idées, hein, mais la charcuterie, le sucre, tout ce qui est lactose. Ouais. Après, la charcuterie, et comme tu dis, les aliments riches en sucre, en gras saturés, donc très ultra transformés, ça vraiment, dès que possible, éviter. Ça m'arrive de manger des chips, évidemment. Je suis pas Mère Teresa de la bouffe, mais c'est des aliments qui peuvent certainement susciter des problèmes de peau, mais aussi de santé mentale. Tu vois, manger des aliments ultra transformés et associés très fortement dépression, anxiété, troubles du sommeil, cancer. Enfin, c'est grave. Et en plus, ils sont addictifs ou irrésistibles. C'est des aliments, c'est des chercheurs machiavéliques réussissent à faire des aliments qui font que tu en mangeras toujours plus, tu en rachèteras toujours. Merci, Émilie. Et tu n'y arriveras plus à résister si tu en manges souvent. Donc, ça, c'est une bonne idée. De ne pas... ça, c'est une très bonne idée. De quel sujet on parle pas assez, à ton avis ? Pour moi, on détourne trop le débat avec tous ces nouvelles idées, ces régimes farfelus du vrai combat, qui est le fait qu'on mange des aliments qui ne sont plus des vrais aliments. On ne parle pas assez de la matrice alimentaire. Un aliment qui vient de la nature, c'est extrêmement complexe, organisé dans l'espace de manière unique. C'est plein de petits nutriments qui sont... qui marchent ensemble, qui fonctionnent ensemble en synergie. Et en fait, il n'y a pas d'aliments du monde, du règne de la nature qui sont vraiment mauvais pour nous. Je mange de la viande, je mange des œufs enrichis aux oméga 3, de la viande rouge de pâturage. Ce n'est pas mauvais pour toi quand tu en consommes évidemment avec modération. Et en fait, j'en ai marre de tous ces gens qui te donnent des conseils comme ça magiques ou des régimes magiques et on ne te parle jamais du fait que notre société nous rend malades et que j'ai pas envie d'avoir l'air d'être conspirationniste, mais c'est super, on doit faire un épisode sur le complotisme. Non, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose pour ce monde où... Moi, je me sens tout le temps extrêmement coupable de non-assistance à personne en danger. Quand je vois des enfants qui souffrent d'obésité, à qui on donne des paquets de chips, quand je vois que ces vacances... ça fait depuis 1 an que j'écris ce livre, mais je me rends compte qu'en France, quand je rentre dans un supermarché, la quasi-totalité des aliments ne sont pas des vrais aliments. Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches sur quand on crée un aliment ultra transformé, qui est irrésistible. Et en fait, il y a vraiment des chercheurs qui dédient leur carrière à créer des aliments irrésistibles et qui créent plein de petits trucs qui font que... tu vois, c'est une forme de manipulation. Certains chercheurs disent maintenant que les gens souffrent d'addiction à l'alimentation. La prévalence dans les personnes qui souffrent d'obésité, je pense jusqu'à 50%. Dans les groupes normaux comme nous, c'est 11-20%. C'est beaucoup. Donc, tu vois, l'obésité, elle augmente le risque de tellement de cancers, de tellement de maladies. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien ? Pourquoi est-ce que les personnes influentes ne font rien ? Et si tu regardes à partir de demain les comptes Instagram de santé qui te donnent des conseils magiques, tu verras un Coca-Cola qui se balade là. Et ça, c'est le truc dont on ne parle pas assez, je trouve. Il faut arrêter de dire bouffe pas d'épinards. Ouais, il débile, déplace le problème. Ouais.
C'est débile. Le réel problème. Manger des compléments alimentaires. Non, en fait, manger de la vraie bouffe. Si tu pouvais recommander une ressource, que ce soit un film ou un livre ou un article qui t'a particulièrement marqué, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommanderais ? Voilà. Mon livre en février 2025. Non. Alors, j'ai un chercheur que j'aime beaucoup, qui écrit très bien. Il faut quand même être assez curieux. Emerald Meyer. Ses livres sont chouettes à lire. C'est comme un voyage. Et il en a écrit un sur le lien intestin-cerveau et un sur le système immunitaire-cerveau. J'adore lire ses livres. Je trouve que c'est extrêmement intelligent. Pour des choses plus simples. En fait, je lis que des articles scientifiques. Je dirais que j'adore le podcast de Zoé. C'est un podcast qui s'appelle Zoé. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment un podcast de très, très haute qualité. Il est fait par qui ? Tim Spector, D'accord. un chercheur anglais. En France, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de chouettes podcasts qui parlent de santé. En tout cas, je ne les ai pas trouvés, mais... en fait, en France, c'est dommage parce que les chercheurs sont souvent très critiqués quand ils sont médiatisés. Oh. Tu sais pas ça ? Ça m'étonne pas. Ouais. Mais oui, c'est dommage en effet parce que je trouve qu'ils font tellement pour nous et en fait, je trouve qu'ils sont, pour en avoir rencontré là, récemment beaucoup. Après, j'avais l'impression que c'était eux qui voulaient même pas se mettre forcément sur le devant de la scène. Je trouve qu'ils sont vraiment invisibilisés. Ouais. Alors qu'ils font un travail d'ordre, d'utilité publique, quoi. Mais moi, je sais que dans mon labo, pendant mon doctorat, ils savaient que j'avais une activité secondaire. Les gens se foutent presque de ta gueule, comme si... je dénonce personne dans mon ancien labo, mais... comme si, en fait, quand tu es un chercheur en France, tu dois te dédier à 100% à ta carrière, sauf que, bon, la population est malade et il faut que les chercheurs sortent de leur labo, lâchent un peu leur souris et aillent parler au grand public parce qu'on est en situation de crise, quoi. Le taux de dépression est affolant, d'anxiété, de maladie d'Alzheimer qui n'arrête pas d'augmenter, d'obésité. Donc, on a besoin de démocratiser le savoir. En France, c'est rare de trouver des chercheurs qui vulgarisent de manière sympa avec un discours qui soit chouette. Qui soit pas ennuyeux, quoi. Tu vois, pas te dire de bouffer 50 compléments alimentaires par jour ou qui vendent leurs propres compléments alimentaires ou pas ennuyeux. Il y a un chercheur qui s'appelle Anthony Fardet et qui a écrit plusieurs livres et eux, ils sont, je crois, assez accessibles et plein de bon sens. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Tu pourras l'inviter. Si tu pouvais, justement, ma prochaine question, si tu pouvais écouter quelqu'un sur ce podcast, qui tu veux, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro ? Tu peux avoir quelqu'un d'anglais ? Ouais. Mais par exemple, Tim Spector, c'est vraiment un chercheur que j'aime beaucoup. Il a un blaze qui tue, je trouve. Tim Spector. C'est un nom d'espion, ça. Ouais. En fait, il est hyper sympa. Regarde sur Internet. Genre, il va faire son assiette dans tout le monde. Il va dire ça, c'est délicieux et tout. C'est un peu comme David Attenborough. Ah, ça me dit quelque chose. En plus jeune, mais il est tout aussi attachant, tu vois. D'accord. T'aimerais bien vivre chez lui. Sophie Laillé, chercheuse, chouette aussi. C'est compliqué. Hein, tu me poses une question un peu piège. Bon, t'exagères. Ouais, ce type, Emerald Meyer, je l'aime bien. Pour dire une française, Sophie Laillé, je trouve qu'elle parle bien et qu'elle est assez accessible. La meuf qui a écrit Julia Enders, hyper chou. Trop sympa. Ok. Elle a fait un documentaire sur Netflix. Ah bah voilà, un truc hyper accessible. Le documentaire sur Netflix sur le microbiome de Julia Enders. Mais trop chouette. Vraiment. Ok. Et il parle beaucoup de poids et tout. Ah bah, je suis contente que tu le partages parce que s'il y a ton aval, je sais que ça veut dire que c'est scientifiquement reliable, quoi, fiable. Et là, par contre, dans ce documentaire, parfois, tu as des chercheurs un petit peu plus... voilà quoi, souris de laboratoire. Non, des souris de laboratoire où tu n'as pas envie de les écouter trop longtemps, mais il est bien fait. Et enfin, je vais te poser la question signature d'InPower. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Dans ma situation, avec mon histoire, je dirais ne pas croire ce que les gens t'ont dit. Et mon motto, c'est un peu si je veux quelque chose, je l'obtiendrai. Donc tu te bats, t'avances, tu dis oui à tout et t'arrêtes de regarder en arrière, tu vois. Enfin, move forward. Donc réalise tes rêves et ne pense pas qu'ils sont trop gros. Et au pire, tu te prends une porte, enfin, tu vois. Move on, tu vois. J'aime bien.
J'aime bien cette mentalité. Écoute, merci beaucoup, Émilie. J'ai appris beaucoup, malgré mon petit diplôme en nutrition. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent se procurer ton livre à venir, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur mon compte Instagram, c'est The Brain Gut Scientist pour le scientifique du cerveau et de l'intestin. Ça, c'est, je pense, que le plus utilisé. Ok, bah je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et j'espère à très bientôt. Moi aussi, à bientôt.